Bonjour, aujourd'hui avec Pierre Péan, 1830, les véritables causes de la conquête de l'Algérie. L'existence du trésor d'Alger est un fait notoire. Alger sera prise, et avec cette ville, les richesses qu'elle renferme. Général de Bourmont, commandant en chef de l'expédition d'Alger en 1830. Le 14 juin 1830, les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquaient donc sur les plages de Sidi Ferruche, à 27 km à l'ouest d'Alger. Ils venaient, croyaient-ils, défendre l'honneur de la France et libérer les Arabes de l'occupation turque, mais sans savoir encore qu'ils écrivaient ce jour-là la première page d'une longue histoire, les 130 ans de présence française en Algérie. Pierre Péan, bonjour. Bonjour. Alors c'était le débarquement français en Algérie le 14 juin 1830, le début de 130 ans de colonisation justifié, a-t-on dit, par le fameux coup d'éventail du dé d'Alger au consul de France en 1827. C'est du moins ce que vous et moi nous avons appris à l'école. Or, en lisant votre dernière enquête, Main basse sur Alger, on découvre que la principale raison de la prise d'Alger, c'était pas une question d'honneur, c'était beaucoup plus prosaïque. C'était en fait, c'est comme l'indique le titre de votre livre, de faire main basse sur un trésor extraordinaire qui se trouvait à Alger. Vous parlez de, au bas mot, 250 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire 10 milliards de francs 2001, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros, et peut-être même plus d'ailleurs. Oui, c'était ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est une opération de politique intérieure. Il y avait une contestation très forte, il fallait beaucoup d'argent et on a été faire un hold-up. Un hold-up que j'estime, si on prend tout, l'or, les bijoux, l'argent, les pièces de canon, tout, grosso modo, de au moins 4 milliards d'euros. Jusqu'en 1819-1820, la principale ressource de la Régence, c'est effectivement ce qu'on appelle les prises barbaresques. Tout simplement, ce sont des corsaires qui, au nom du djihad, rançonnent, pillent tous les bateaux qui sont des bateaux chrétiens. Non, et c'est ça la source de l'argent, plus, et on y reviendra sûrement, le blé de la Mitidja. Alors c'est pas la source en tout cas, puisque c'était fini, vous le dites depuis un certain temps, c'était pas l'origine de l'intervention française. Mais on l'a dit quand même. Oui. Hein, ouais. Mais alors l'origine de l'intervention française, ce qu'on a surtout dit, c'était le fameux soufflet, le fameux coup d'éventail donné par le dé d'Alger au consul de France en Algérie. Mais on oublie toujours de dire aussi que une des raisons de ce coup d'éventail, qui était offensant bien sûr pour la France, c'était que la France était endettée auprès de la Régence. Elle devait de l'argent au dé. C'est effectivement une histoire de fric, là aussi. C'est tout simplement que l'Algérie, enfin la Régence, avait fourni les armées, l'armée d'Italie et l'armée d'Égypte en blé. Et la France n'a pas honoré, n'a pas payé complètement. Et ça se situe autour de 1800. Et régulièrement, le dé d'Alger réclame l'argent. Et donc, il y a déjà un premier règlement en 1802, mais qui n'est pas appliqué. Et finalement, un traité en 1819, et là, tout semble... On réduit la dette de 7 millions, mais malgré ça, en 1827 encore, le dé d'Alger n'a encore rien touché. Ah donc, un coup d'éventail au consul de France. Oui, parce que le consul de France s'est mis l'argent dans les poches. Aussi, mais c'était vraiment affreux, c'est sordide votre histoire, la Pierre Péan. Alors, coup d'éventail, ouais. Pour venger son honneur, dit-on, on décrète un blocus d'Alger, la France bloque le port d'Alger, puis comme ça suffit pas, il y a une expédition qui va se préparer, aussi pour des raisons politiques. Vous évoquez la politique intérieure, Pierre Péan, c'est vrai qu'à l'époque, peut-être que Charles X a eu envie de redorer un peu son blason, parce que sa monarchie, son système monarchique, est très contesté par une opposition qui fait des progrès. Tout va mal pour Charles X, et donc en 1829, il veut revenir tout simplement à ce qu'était avant 1789, à une monarchie absolue, et il nomme le plus impopulaire de tous les gouvernements, c'est-à-dire Polignac, Bourmont, d'Ossez et d'autres, mais surtout Bourmont, tout un symbole. On y reviendra, Pierre Péan, mais vous dites aussi que comme des élections sont prévues, cet argent du trésor d'Alger lui aurait servi à corrompre les électeurs. C'est ce qui est prévu. Il y a des élections qui sont prévues, je crois, le 28 juin ou le 23 juin et le 3 juillet 1830. Toute la conception de l'opération est faite en fonction des élections. Il n'y a plus d'argent dans les cassettes, il faut tout simplement de l'argent pour corrompre les consciences et essayer, et de toute façon
le roi dit que s'il n'y arriverait pas, c'est des ordonnances qui gouvernement. Mais c'est l'argent d'Alger, la conquête d'argent, c'est pour corrompre. Et c'est la raison pour laquelle, quelques jours, même un mois avant ces élections, eh bien, la flotte française quitte Toulon au mois de juin, et les 37 000 hommes du général de Bourmont débarquent donc le 14 juin à Sidi Ferruche, où Bourmont installe son état-major. Messieurs, il faut enfoncer les lignes ennemies, prendre Staweli et marcher sur Alger. Donc il part effectivement avec son argent personnel, mais l'essentiel de l'argent est dans les caves, sous le divan. Le divan, il faut rappeler ce que c'est. C'est là où il siège, c'est là où à la Casbah. À la Casbah où il exerce son pouvoir. Et là, il y a des caveaux énorme, et cet argent-là, il n'en a pas la maîtrise. En fait, c'est le trésor, comme il y a le trésor de France, comme il y a le trésor d'Angleterre, c'est donc le trésor de la Régence. Et donc c'est ça qui va être que les Français cherchent. Ils en connaissent l'existence, ils en connaissent grosso modo le montant. Ils l'ont toujours minimisé, mais ils en connaissent le montant. Et là, donc dès le premier jour, la première chose que fait Bourmont et les militaires, c'est d'aller sous le divan et donc d'essayer de trouver ce qu'il y a. Et donc cet argent, c'est énorme. C'est déjà grosso modo 62 tonnes d'or et 241 tonnes d'argent, plus les bijoux, les pierreries, les diamants. Or, si on revient sur les livres d'histoire, aujourd'hui, on dit qu'il y a eu 50 millions de l'époque qui sont arrivés vers le trésor français. La réalité, c'est qu'il y avait dans le trésor, au minimum, le trésor proprement dit, au minimum 5 fois plus. Mais alors c'est là où votre enquête a été difficile, c'est parce qu'en fait on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Bourmont nomme une commission des finances le premier jour, à laquelle on doit remettre en principe les clés du trésor. Elle est chargée d'estimer ce trésor. Il y a 3 commissaires qui d'ailleurs vont s'en mettre plein les poches, mais ça n'empêche pas dès le premier jour le pillage. On ne sait pas très bien ce que ça devient, qui vole qui vole quoi, qui met dans ses poches ce trésor, Pierre Péan. Alors, déjà, la rumeur arrive très rapidement à Paris. C'est un des généraux qui s'appelle Loverdo, qui écrit d'abord à sa femme, puis qui écrit à Polignac, comme quoi il y a des choses abominables qui sont en train de sont en train de se passer. Et puis donc, il y a donc un changement de régime très rapidement. Louis-Philippe prend le pouvoir et veut savoir si ces rumeurs... Alors, on y reviendra, mais justement, changement... Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la coïncidence entre la prise d'Alger et la chute du régime de Charles X. Parce que Charles X apprend avec du retard, au mois de juillet, que le 5 juillet, Bourmont s'est emparé d'Alger, mais à ce moment-là même, au lieu de... il cherche à se servir de cette victoire, d'abord, pour redorer son blason, c'est ce que vous disiez, mais en même temps, tout le monde s'en fout complètement à Paris de ce qui se passe à Alger. On s'en est toujours foutu. Je veux dire, la prise d'Alger, il faut bien s'imaginer qu'il y a une grave crise politique, et on peut parler d'Alger comme on veut. Ce qui intéresse, c'est ce qui se passe à Paris, ce qui se passe en France. Donc, pour revenir au trésor, donc il ne servira effectivement à rien, même si, puisque l'objet c'était donc de corrompre, cet argent ne servira pas à corrompre, puisque au fond, très rapidement, compte tenu des délais de communication, très rapidement, quand on sait, il est évidemment déjà trop tard. Ah, effectivement, le 27 juillet commence la première des 3 glorieuses, les 3 jours pendant lesquels Charles X est renversé. On a un trésor avec moi, ce qui est vrai, mais vous ne le verrez pas. Alors ce trésor d'Alger, finalement, qu'est-ce qu'il est devenu? Avant de parler de votre enquête, Pierre Péan, vous citez vous-même 2 personnages qui ont recherché l'endroit dans quelle poche était passé cet énorme trésor. D'abord un personnage un peu douteux qui s'appelle Flandin. Donc Flandin... ça c'est à l'époque. Alors il y a Clausel est nommé donc en remplaçant de Bourmont, et immédiatement crée une commission d'enquête pour savoir, en fait, pour vérifier les rumeurs. Où est passé cet argent? Est-ce qu'il y en avait beaucoup plus? Il nomme une commission d'enquête et un rapporteur qui s'appelle Flandin, qui, pour être clair, est un emmerdeur. Mais c'est vraiment le plus efficace. Il se met au travail et trouve tout de suite, effectivement, des traces que l'argent, l'or et l'argent qu'il y avait dans la Casbah étaient beaucoup plus importants que ce qu'on dit à Paris.
Et il en trouve les traces, il trouve que des militaires ont transporté beaucoup de caisses d'or, non vers le port, mais vers les collines. Il trouve plein d'éléments. Mais il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, parce que tout simplement, au bout d'une dizaine de jours, la commission d'enquête est arrêtée. Mais ce Flandin, qui est un tenace, qui est un coriace, qui est un personnage bizarre, plus ou moins maître chanteur aussi, n'arrêtera jamais, lui, d'enquêter et voudra que la vérité éclate. Et pendant 22 ans, il va emmerder tout le monde, tous les gouvernements. Et effectivement, il fait des dossiers dont je me suis inspiré et qui montrent effectivement, en tout cas, il chiffre au minimum à 3 fois ce qu'on déclare, qu'il y avait au moins 3 fois. Donc ça, là, c'est une chose. Et puis, pendant très longtemps, on n'entend plus parler du tout de cette enquête parce que il a été étouffé complètement. Il faudra attendre 1954 qu'un professeur d'université d'Alger, Marcel Émérite, reprenne l'histoire et retrouve des documents qui dormaient dans les archives nationales, et notamment un rapport de la préfecture de police du préfet Pietri, et qui raconte qu'il y a bien eu des détournements, et donc c'est au minimum donc 3 fois plus. Il reprend le truc de Flandin, et donc il fait une déclaration, mais 1954 c'est pas une bonne année pour parler de l'Algérie, puisque c'est le début de la guerre d'Algérie. Donc ça va encore s'enterrer. Et lui était, il faut le rappeler, pour l'indépendance de l'Algérie. Et il était pour l'indépendance d'Algérie. Enfin, mal vu par ses collègues d'Alger. Mal vu par tout le monde, oui. Alors, vous avez repris en quelque sorte la succession d'Emery, et j'aimerais savoir quelles sont vos conclusions. La moitié de votre livre, c'est là-dessus, au fond, où est passé cet argent. Alors, je voudrais qu'on prenne un par un ceux qui en ont bénéficié. D'abord, vous dites l'État français, ce qui peut paraître naturel. Alors, je précise donc juste avant que j'ai trouvé des nouvelles sources, toutes nouvelles sources, et notamment en Angleterre, par le fameux consul Saint John, le consul d'Angleterre, qui était l'ami du Ney. Et donc là, j'ai trouvé énormément de dossiers, puis d'autres. Alors, quels sont ceux qui en ont bénéficié? D'abord, les militaires, pour des raisons strictement personnelles. Je pense à Denier, qui avait des dettes énormes avant de partir en Algérie, qui non seulement les a remboursées, mais s'est financé un hôtel particulier, un train de vie absolument incroyable. Donc, voilà, il y a un certain nombre de militaires qui s'en sont mis dans les poches comme ça. Et puis, il y a Bourmont, justement parmi eux. Bourmont fait partie de cela, mais dans ce que moi j'ai trouvé, Bourmont s'est servi pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y avait été pour des raisons politiques, pour la défense de Charles X, eh bien, il va se servir de cet argent pour monter les conspirations en 1832 pour faire tomber Louis-Philippe. Et ça, j'ai trouvé la trace de l'or qui venait d'Alger. Ça, c'est le deuxième. Le troisième personnage... Pour financer aussi, dites-vous, pour ce qui concerne Bourmont, plus tard, en 1834, une conspiration en Espagne, la conspiration carliste. Mais celle-là, elle est une conspiration carliste, mais l'essentiel de l'argent que j'ai pu trouver au niveau du financement politique, c'était 1832, donc la révolte dite de la duchesse de Berry. Ensuite, il y a Louis-Philippe, qui vient d'arriver au pouvoir. Qui vient d'arriver au pouvoir et qui s'en est pris probablement la plus grosse partie. Probablement, donc, 2 fois ce qui est arrivé officiellement dans le trésor de la France. Et pourquoi? Pour des raisons politiques? Tout simplement pour sa poche, pour ses poches. Enfin, il y a aussi plein de gens, qui ont fait du commerce, etc. Mais le quatrième pôle, c'est surtout la maison Cellière, qui a gagné beaucoup d'argent de cette affaire. La première partie, c'est tout à fait normal, puisqu'ils ont fait un contrat de gré à gré avec le ministère de la Guerre, ont tout à fait bien honoré leur contrat. Ils ont été payés pour avoir transporté mais leur position était absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils avaient 357 bateaux privés à eux. Donc si les gens voulaient piquer de l'argent, il fallait bien qu'ils transportent. Et par qui transporter? Par ces bateaux. Donc avec ces bateaux, il fallait payer des commissions. Donc ils ont pour le blanchiment, pour le transport, il y avait le maison Cellière. Mais aussi ils étaient banquiers parce que c'était une maison banque. Donc ils ont échangé de l'or pris par les militaires, par les uns, par les autres, contre des lettres de change. Il est plus facile d'arriver dans un port avec une lettre de change qu'avec des valises pleines d'or. Donc troisième raison, ils étaient aussi en position de monopole pour acheter tout ce qui a été piqué, parce qu'il y a eu l'or, l'argent, mais il y a aussi les canons, les marchandises et tout. Et donc ils ont eu toute cette activité de blanchiment, comme on dit aujourd'hui. Eh bien ils ont pu le faire et donc ils ont gagné beaucoup d'argent.
l'argent. Ce qui est marrant, Pierre Péan, c'est que vous avez été voir évidemment les descendants de tous ces gens-là, notamment le baron Sellière. Oui. Alors il vous a accueilli, je crois, très gentiment. Tout à fait gentiment, et même en partant, il m'a dit si vous trouvez des traces du trésor, ne vous me faites signe. Pourquoi? Mais cela dit, ces gens ont fait fortune, au fond, grâce à cette conquête de l'Algérie. Il y a beaucoup de gens qui ont fait fortune. Je considère que la maison Sellière est à l'origine donc c'est la conquête d'Alger, le développement, l'éclatement de sa fortune. Mais il y a aussi, je pense que le pourboire à celui qui concrètement était sur le terrain était un certain Adolphe Schneider en paiement de ça. Et c'était les forges du Creusot qui ont été financées par la maison Sellière. Donc c'est-à-dire par la régence d'Alger, par le Dey, par le Trésor. L'évolution de la sidérurgie française a été largement financée par l'or d'Alger. Pierre Péan, c'est quand même extraordinaire, parce que ça, très franchement, j'en ai jamais entendu parler. Moi, c'était toujours le fameux soufflet. Qui a existé aussi. Il existait, les intérêts de... C'est vraiment le dernier tabou, au fond, sur les guerres d'Algérie. On dit toujours qu'il y a des tabous. Or, aujourd'hui, on parle quand même, on sait pratiquement tout, beaucoup de choses sur la guerre, sur la torture. Mais sur ce qui s'est passé à l'origine, on n'en sait rien. Ce fameux trésor, moi, c'est la première fois que j'en entends parler, Pierre Péan. C'est le dernier tabou. Je crois que le tabou était dû tout simplement au fait que le dire pendant plus de 100 ans, c'était tout simplement ternir l'armée française et le discours ambiant qui était l'œuvre de civilisation de la France. Et faire un hold-up et la civilisation, c'est pas tout à fait conciliable. Et je pense que c'est ça la vraie raison. Et puis je ne sais pas pour quelle raison les chercheurs, les historiens n'ont pas été voir dans certaines sources qui sont totalement accessibles, notamment celle de Londres. Merci Pierre Péan. Main basse sur Alger, enquête sur un pillage, c'est le titre de votre livre